Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro spécial Giro. Alors oui, ce soir on est désolé, pas de Fringale Live, et oui, parfois les contraintes techniques nous empêchent d'assurer le programme initial, donc on va se passer pour cette semaine d'un Fringale Live, mais on espère revenir avec le prochain Fringale Live dès la fin du week-end, avant la troisième semaine qui s'annonce évidemment la plus importante du Giro. Donc, mais on a quand même pensé à vous. On s'est dit voilà, on va partager ensemble notre passion du vélo au mieux et on fait une petite émission. Donc, ce soir un peu débrief de cette première partie de la deuxième semaine et puis on va se pencher également sur les étapes à venir. Donc voilà, on est très très content de faire ça ce soir et j'ai un duo de choc avec moi puisque j'ai déjà, vous l'avez entendu régulièrement sur les émissions du Giro et même il a fait il y a pas longtemps son premier Fringale Live. C'est Simon. Comment ça va, Simon? Salut Titien, salut tout le monde. Ça va très très bien. Je vais débriefer trois étapes peut-être un peu plus intéressantes que les trois que j'avais débriefées avec Poppy où c'était des étapes de plat. Donc là, voilà, il y a de la matière, il y a de quoi dire sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer lors des prochaines étapes aussi. Voilà, on creuse un peu sur ce Giro pour vous sortir de la matière, mais on devrait un petit peu en trouver un peu plus effectivement cette semaine. Et puis Simon, on a l'honneur ce soir d'avoir un revenant. Et oui, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu à l'écoute sur Radio Fringale. C'est un de nos copains qui s'est un petit peu expatrié à l'autre bout du monde, voilà, peut-être au pays d'un certain Mexicain maillot rose, je ne sais pas. En tout cas, c'est Loïc qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Lolo? Ça va très bien, merci de cette belle introduction. Ouais, ça fait un moment que je suis pas venu sur Radio Fragile, je suis désolé. C'est un peu le grand mouvement ces derniers temps parce que, en effet, je me retrouve dans un pays où il fait 38 degrés et où j'avais pas de micro et que j'avais pas mal de trucs à faire. Du coup, Fragile Alex s'internationalise et je suis au Mexique actuellement. Donc, dans le pays où on sent la ferveur mexicaine qui vient avec Isaac Del Toro, j'ai pu parler avec des locaux de ce qui se passe et il y a quand même il y a des gens qui espèrent un grand tour, on va dire. Ah ouais, on va nous en reparler, mais c'est cool que t'aies des petits insights. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des Mexicains finalement à ce niveau dans le peloton professionnel. Donc ouais, toi tu dis que là-bas ça génère quand même ça génère quelque chose cette première moitié de Giro. Ah bah oui, il y a carrément, enfin, quand on en parle avec des gens qui font du vélo et en fait, ça s'est jamais arrivé ici qu'il y ait quelqu'un qui est à ce niveau-là en vélo et bon, il y a quand même des bons VTTistes, etc. Mais au niveau du vélo de route, on sent que vraiment il y a un truc où, ok, ils se disent, c'est possible, on va peut-être avoir un maillot rose à ramener au pays. Et bah écoute, on en reparlera tout à l'heure, voir si nous aussi on est aussi à fond que les Mexicains, mais c'est clair qu'en tout cas c'est chouette qu'un pays qui nous a ça fait longtemps qu'il nous a pas délivré un champion. Je crois même qu'on a eu vraiment de Mexicains qui évoluaient à ce niveau-là, donc c'est assez sympa. Les gars, au programme de l'émission, ce que je vous propose, c'est alors je vais vous faire un petit résumé rapide évidemment de ce qui s'est passé sur les trois dernières étapes. Ensuite, il me semble que on a tous chacun un peu deux coups, c'est-à-dire deux faits marquants qu'on a envie d'échanger sur ces trois dernières étapes. Et puis si ça vous va les gars, on clôturera en faisant une preview des trois étapes à venir qui sont finalement un petit peu les trois étapes dernière chance pour les sprinters, baroudeurs, ça avant l'orgie de montagne qu'on aura en troisième semaine. Est-ce que ça vous va comme programme? C'est parfait. Eh allez, on y va. Donc oui, débrief des trois étapes qu'on a eues. On a repris cette deuxième semaine par un chrono d'une distance raisonnable sur 27 km. Un chrono qui a sacré Danoulle. Petite surprise, les gars, on est d'accord. Cette victoire de Danoulle, c'était... Alors c'est un mec qu'on voit venir depuis pas mal de temps, qui a fait une grosse campagne de classique, il me semble, qui fait un top 15 sur Paris-Roubaix, qui avait fait des chronos, on savait qu'il était bon en chrono, mais de là à aller taper un Joshua Tarling, voilà, il a quand même créé un assez gros exploit là, le néerlandais. Moi je sais pas, en fait je trouve que c'est très surprenant. Enfin non, c'est pas très surprenant parce que c'est quand même un spécialiste de la matière. Il est champion des Pays-Bas et il a fait une super saison classique. Mais après, dans ce chrono, il y a quand même eu l'aspect des conditions météorologiques qui ont eu un énorme impact en fait sur toute sur toute la course. Et en fait, on ne sait pas ce qui tient de la performance physique ou pas. Et sachant que Tarling a été bloqué par certains coureurs aussi, il y a eu tout un débat et des écarts sont assez faibles en fait. À la fin, il y a 7-8 secondes entre deux.
je pense que c'est une super victoire pour lui et enfin, je suis super content. Mais je pense que Tarling s'en mord les doigts sur quelques trucs et aussi, enfin, comme il a plu, il y a enfin, il y a beaucoup de variables qui sont pas prises en compte, etc. Je suis pas sûr que c'était un chrono qui reflète vraiment les performances physiques des gars, quoi. Simon, t'es Ouais, d'accord? après, je pense que même sur le prologue, enfin le prologue, le petit chrono de 13 km au début du Giro, il était déjà quand même présent. Pour moi, c'est pas une grosse surprise, surtout qu'en fait, il a l'image de son équipe hein, depuis le début de ce Giro et même de la saison. Entre Pedersen, Vacek, Ciccone, voilà, c'est le quatrième homme, on va dire, peut-être de cette équipe qui peut gagner avec tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est un peu le symbole de cette victoire de la Lidl en général. Donc, pas tant surpris, même si en effet, battre Tarling, il faut le faire, mais finalement, Tarling, il finit pas tant devant que ça, devant les autres coureurs non plus. Donc, voilà, les niveaux étaient très resserrés et voilà, en effet, il a peut-être profité des conditions météo qui n'étaient pas optimales pour tirer son épingle du jeu, peut-être un peu plus de technique que Tarling. Je suis pas spécialiste, je connais pas très bien Dan Houle, parce que c'est vrai qu'on le découvre un peu au top niveau cette année, mais voilà, c'est une demi-surprise, on va dire. Ouais, en tout cas, tu as raison, ça montre finalement la profondeur de banc qu'a la Lidl Trek et l'Armada qui est devenue cette équipe en quelques temps là. Et voilà, enfin, il y a des mecs vraiment qui sont des purs équipiers maintenant qui arrivent à briller au niveau World Tour et aller chercher des étapes. Donc effectivement, c'est très impressionnant. Alors je vais pas enfin on débattra après des résultats des favoris sur ce chrono. Je crois que bah voilà, je sais plus si c'est toi ou Simon ou Loïc qui avait une take là-dessus. En tout cas, voilà, belle victoire de Dan Houle sur le contre-la-montre. Contre-la-montre, effectivement, comme vous l'avez dit, qui a été très finalement touché par les conditions climatiques. Beaucoup de coureurs qui sont partis sous la pluie. Donc, les résultats, voilà, on les prend avec des pincettes parce que ça a pu être un petit peu faussé. L'étape d'après, c'est l'étape qui passait par le San Pellegrino. Alors, on avait beaucoup dénigré cette étape lors de la présentation du Giro qu'on avait fait au mois de janvier. Et c'est vrai que, alors on reparlera du résultat global après, mais moi sur le scénario de l'étape, je trouve que c'est un peu un entre-deux et ça aurait été on voit avec ce qui s'est passé, je pense, que ça aurait été une magnifique étape de troisième semaine. Parce qu'en troisième semaine, les écarts sont faits, faut y aller, etc. Et là, la course se serait lancée de loin. Là, on a eu une attaque, alors timide, certes, mais quand même assez incisive de Bernal dans les 2 derniers kilomètres de la montée. Mais on voit finalement que derrière, même Bernal, s'il avait des velléités offensives, il s'est quand même pas mis en danger, ou il a quand même pas tout donné dans ce col pour essayer de faire péter la course, etc. Donc, belle étape au final, plus animée sur le classement général que ce que je pensais. Mais cette étape-là, en troisième semaine, il se serait vraiment passé. Il aurait pu avoir un scénario de folie avec une course qui explose vraiment dans le San Pellegrino et une fin de course là. Voilà, c'est ce que je reprochais au tracé et ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, c'est des belles étapes un peu pivot finalement, mais qui arrivent trop tôt dans la course où il n'y a pas encore eu de classement général décanté pour qu'il se passe vraiment quelque chose et qu'il y ait des sacrés écarts entre les favoris. Est-ce que vous êtes d'accord sur le constat de cette étape? Bah, là-dessus, oui, je vais te suivre. Je pense que le fait qu'il y ait autant de montagnes en dernière semaine et je pense que les forces se gardent, etc. Mais après, on a eu un beau spectacle avec Carapace quand même qui nous fait une attaque où au début, je pensais même pas que c'était une attaque sérieuse et en fait, il part avec. On dirait que les autres en fait le laissent partir. J'ai un peu cette impression-là. Et aussi, on voit Del Toro qui est ultra facile sur le final. On en apprend beaucoup sur les états de forme. Et aussi, moi, ce qui m'a choqué, c'est le peu enfin, à quel point Roglic, pour moi, c'était une étape qu'il pouvait vraiment aller chercher, et qui était faite pour lui, et à quel point il a été transparent sur ce final, en fait. Ouais, bah, moi, c'est pas une étape qui me hypait beaucoup. Enfin, déjà, moi, le fait que l'ascension, apparemment la plus difficile du Giro, on mette le sommet à 90 km de l'arrivée, même en troisième semaine, pour moi, c'est un peu dommage quand même. Bon, voilà, après, oui, il y a une belle étape. Il y en a eu comme une belle échappée avec 5 mecs devant qui. Bah voilà, c'est une échappée qui avait de la tronche, donc elle pouvait aller au bout aussi. Limite, j'étais un peu déçu que cette échappée ne se joue pas la victoire. Mais voilà, au moins, elle a fait la part belle au panache entre Bernal et Carapace qui ont tenté leur chance. Donc, elle est plus belle que ce que j'imaginais, parce que c'est vrai que pour le coup, on s'est dit, bon, le tracé, il est quand même étrange pour une étape de deuxième semaine. Au final, on a quand même eu du mouvement de course du côté des favoris dans le San Pellegrino.
et une échappée qui qui a failli aller au bout, et un mec qui attaque qui va l'emporter. Mais au final, c'est vrai que quand on regarde au général, bah, il y a pas eu de changement. Alors, il y a eu deux, trois défaillances, on va en parler peut-être de côté français, mais enfin, sinon, le classement général, il bouge pas. Donc, mitigé sur cette étape, en fait. Je suis content pour Carapaz qu'il ait gagné son étape, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'enseignements à en tirer, quoi. Ouais, c'est ça. Alors les Et enseignes... Vas-y, Loïc. bah, moi, c'est ce que je me demande, c'est bah, le travail de Pedersen justement pour rattraper l'échappée. Est-ce qu'il a vraiment été, il était vraiment nécessaire? Et qu'est-ce que la Lidl Trek a voulu faire enfin, pour Chicone, du coup, mais enfin, moi, j'étais quand même assez impressionné par le travail de Pedersen et à quel point il a repris 2 minutes en fait en l'espace de 15 minutes, quoi. Ouais, bah ils ont peut-être dû vouloir tenter pour Ciccone et puis finalement dans le dernier col c'est monté vite quand même donc ça a pas dû le faire pour l'Italien parce que sinon effectivement comme tu dis ça s'explique pas, ils avaient encore la carte Vacek et la carte Ciccone donc ils avaient quand même deux cartes de deux très bons finisseurs sur un final qui était pas très compliqué. Ça se tentait, ça peut s'expliquer par là. Après, derrière, ça a quand même monté vite et je pense que tout simplement, s'ils ont pas tenté les Lidl Trek, d'ailleurs, Vacek était pas là dans le final, je crois. Ouais. Oui, C'est Vacek, que c'était trop dur pour lui. voilà. Donc C'était beaucoup finalement, trop dur je pour lui pense en que fait. c'était, ils se sont un peu vus beaux et peut-être trop beaux en tout cas par rapport à ça. Mais voilà, très belle victoire de Richard Carapaz. Voilà, et coureur qui est toujours là finalement. On a toujours un peu des doutes sur lui avant les grands tours. Est-ce qu'il va être là parce qu'il est assez transparent le reste de l'année. On en reparlera, je pense, de Richard Carapace encore de ce Giro. C'est un coureur qui est offensif, il l'a montré, il a été récompensé, et ça fait super plaisir. Et dernière étape, c'était celle d'aujourd'hui. Alors là, voilà, un troisième profil différent en 3 jours. Étape de sprinter aujourd'hui, un final encore une fois assez houleux, marqué notamment par une chute. Et voilà, on avait beaucoup parlé de un peu, peut-être que Loïc, tu pourras rebondir là-dessus, de un peu la défaillance du train Visma depuis le début. On n'avait pas compris ce qui avait fait Wout van Aert l'autre jour à partir tout seul et puis à s'écraser. Affini qui était un peu seul à aider Olaf Koy dans les derniers mètres cette fois-ci. Et je crois que c'était un peu ton premier point, Loïc, c'est que voilà, la Visma cette fois-ci était en ordre de bataille. Affini, il a fait mal aux jambes de tout le monde. Van Aert, il a fait un lead-out parfait pour Olaf Koy qui lui-même a fait un sprint parfait en attendant le bon moment. Là, il a eu un lanceur parfait en prenant la route Casper Van Nuden et il s'impose finalement assez facilement. Ça y est, la machine Visma a l'air réglée là. Bah, carrément, c'est un peu le premier point que moi je voulais mettre en valeur, c'était bah, à quel point on arrivé avec des doutes sur l'équipe de Visma et aussi les erreurs qui ont été faites au début de. Enfin, il y avait quand même des très belles étapes pour Coy sur le début de Giro et ils sont pas allés chercher grand-chose finalement, par des défaillances, par des erreurs. Enfin, le premier sprint avec Van Aert, il part tout seul, on sait pas trop pourquoi et Coy qui suit pas la roue et il finit boxé sur le côté. Enfin, on comprend pas trop ce qui se passe et là. Bah, contrairement à ce qu'on a vu, c'était un lead-out parfait, quoi. Enfin, il y a Affini qui l'amène et justement comme il a pas la giclette qu'a Wout sur le dernier kilomètre, Wout se cache un peu avant et puis après bah Wout l'amène Koy exactement comme il faut et c'est un sprint royal. Enfin le sprint franchement à 500 mètres, tu savais très bien qui allait le gagner en fait. Je trouve qu'il y avait vraiment pas énormément de suspense mais c'était beau à voir à quel point la machine était bien rodée et justement moi le point que je voulais mettre en avant après c'était bah, on voit quand même une certaine renaissance de l'équipe Visma sur ces derniers jours où on voit Yates qui fait un contre-la-montre qui est super intéressant, où moi je pensais vraiment qu'il allait perdre énormément de temps. Et finalement, en fait, il se retrouve bah, à consolider une quatrième place. Van Aert qui gagne sur la fameuse étape des Stradés. Et puis il y a cette victoire de Coy. Et en fait, on retrouve une Visma qui est forte partout et qui peut aller gagner sur énormément d'étapes et qui vise aussi un classement général. À voir après comment ça va se passer sur les prochains jours. Mais pour moi, c'est Coy, c'est un des meilleurs sprinters qui puisse exister au monde. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de rumeurs de transfert autour de lui. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais je pense que là, la Visma a pu se réaffirmer en tant qu'équipe de sprint qui peut avoir un train et qui a quand même des lanceurs qui sont exceptionnels de classe mondiale et Van Aert justement c'est quelqu'un qui sait sprinter aussi donc c'était bizarre et c'était pour moi c'était un peu étrange que la Visma n'arrive pas à amener ce train et à puisse construire en fait ses sprints. Moi, pas de grand chose à ajouter là sur cette étape.
Puis je suis d'accord avec Loïc là sur la renaissance de la Visma en 5 jours. C'est passé d'une équipe complètement à la rue à finalement 2 victoires d'étape, un mec classé au général. Donc tout peut aller très vite finalement dans le cyclisme, hein. Mais oui, là aujourd'hui, bon, une étape pour sprinter somme toute classique et voilà, un sprint pour une fois bien emmené côté Visma. Et puis voilà, rien d'autre à dire. Sinon, Pedersen Groves encore un peu juste. On voit sur les sprints vraiment les arrivées massives. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la suite, Titien, si tu es partant. Ouais, Loïc a enclenché la machine avec son premier point finalement feedback Oui. un peu de ces 3 derniers jours. Donc c'est plutôt une équipe Visma qui va dans le bon sens. Toi, Simon, tu avais plutôt une analyse sur des coureurs français qui depuis le début du Giro vont pas vraiment dans le bon sens. Oui, là, ils vont carrément à contresens, hein. Je pense qu'ils pédalent à reculons. J'ai perdu. Ouais, ouais, non, sur le chrono, là, si on regarde les 3 dernières étapes, sur le chrono, le meilleur français, c'est Dario Godon, il est 18e. Bon, voilà, 18e. Derrière, alors Godu, il perd un temps phénoménal. Il pète complètement le lendemain dans le San Pellegrino. Finalement, c'est le seul, entre guillemets, favori. Je sais pas s'il était encore favori, mais voilà, il perd 27 minutes, je crois. Pas de Romain Bardet dans les 5 coureurs de devant. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, Romain? C'est son dernier grand tour, mais tu dois être devant tous les jours. Là, ça y est, tu peux plus jouer général. Attaque-moi même les étapes de plat, tu vas, je sais pas. Fais quelque chose, quoi. Enfin, il n'y a pas d'AG2R non plus. Je trouve ça un peu désespérant, quoi. Voilà, là, au classement général, c'est Prodhomme, le meilleur français. Il est 22e. Donc, j'ai regardé un petit peu. Depuis 2010, on a toujours eu un coureur français au moins dans le top 20 du général final du Giro. Donc, voilà, ça serait potentiellement, si on en restait à la pire perf depuis 15 ans, quand même. Voilà, puis même sur les sprints, Magnier qui fait 8 aujourd'hui. Alors, il a pas de chance, je crois qu'il déchausse ou quelque chose comme ça. Il y a des problèmes mécaniques, ouais. Il a séché Ouais, qui oui. saute. Mais bon, voilà, c'est comme par hasard, quoi. C'est la loose qui suit les Français, quoi. Donc, c'est triste, quoi. 6 top 10 d'étapes depuis le début du Giro. Donc, 6 top 10 en 12 étapes et un seul podium. C'est quand même assez triste, quoi. Je sais pas si tiens, Non, tu veux vas-y ajouter Loïc, quelque chose enchaîne. Sur les on Français. enchaîne les Français. Ouais, non, mais enfin, Euh, dans- ouais, vas-y si tu veux, parce que après, sinon ça va tourner au pugilat. Enfin, pour moi, il y a peu de choses de positives dans ce Giro pour les Français et même pour les classements en général. Enfin, j'ai l'impression que le cyclisme français en général prend de plus en plus de retard sur les autres nations, sur les Belges, sur les Néerlandais et même sur les Espagnols et les Italiens. Je pense qu'il y a un problème systémique en fait dans le cyclisme français, mais je pense que ça va être un peu long à élaborer sur une vidéo qui est quand même thématique sur le Giro, quoi. non, mais moi je suis assez inquiet parce que, alors, enfin, j'en attendais pas des monts et merveilles des Français. J'attendais Godu, j'attendais Bardet, forcément, j'attendais Paul Magnier. Alors Paul Magnier, je pense qu'ils l'ont pas fait arriver dans sa meilleure forme après son début de saison et toutes ses chutes. C'est vrai qu'aujourd'hui il a pas de chance. Je sais pas ce qui serait passé. Je pense pas qu'il aurait gagné, mais il était quand même bien parti dans les roues et puis il a un saut de chaîne. Encore une fois, c'est pas lui qu'on va blâmer. Il a 21 ans, donc voilà, c'est un petit peu décevant par rapport à ce qu'on attendait. Lui, j'ai pas envie de le blâmer. Par contre, t'as un Français qui est Romain Bardet qui arrive sur ce Giro dans une position de se dire que c'est son dernier grand tour, qu'on l'attend pour enflammer la course. Moi, jusqu'à là, alors on va me dire aussi, il n'y a pas eu les étapes de montagne, etc. Oui, les étapes de montagne, les favoris, ils vont se faire à la bagarre. Donc c'est pas dit non plus que les mecs baroudeurs, ils aient beaucoup de chance sur les étapes de montagne de dernière semaine pour aller chercher une victoire. Donc moi, Bardet, je l'attendais sur une étape comme celle d'hier. Je l'attendais sur une étape comme celle de la semaine dernière, la 7e étape, malheureusement où il chute. Enfin voilà, l'étape d'après où il part en échappée, mais l'étape d'après où il part en échappée, Bardet. Alors je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas s'il a dit que c'était dû à sa chute ou pas. Je crois pas. Je crois qu'il a dit qu'il était vraiment en galère, mais quand tu vois qu'il se fait lâcher par, alors j'ai rien contre des Luc Plap ou des Igor Arieta qui sont des jeunes coureurs plein de talent, mais on parle quand même de Romain Bardet. Moi, je suis très très inquiet sur le fait d'aller pouvoir chercher une étape d'ici la fin de ce Giro parce que voilà, il a pas été capable de prendre l'échappée hier, ça m'inquiète un peu. Et à côté, David Gaudu, c'est terrible, hein. C'est pas de sa faute, c'est pas de chance, il est tombé. Voilà, j'ai cru comprendre qu'il était sous antibio, etc. Enfin voilà, il se passe toujours un truc.
Et David Gaudu, son année, elle tournait énormément autour de ce Giro. Le général s'est foutu. Il va falloir aller chercher une étape, pareil. Pareil, est-ce que j'ai full confiance en le fait que David Gaudu va pouvoir aller chercher une étape? Et puis j'ai entendu des premiers trucs de l'équipe qui disaient bah oui, enfin il faut continuer la course, etc. Et puis voilà, ça permet de monter en puissance dans tous les cas pour le Tour de France. On a bien vu que l'année dernière que les mecs qui jouaient au-delà de la 5e place sur le Tour de France, bah on les voyait pas de la course. Et puis d'aller chercher une victoire d'étape en montagne sur le Tour, on l'a vu l'année dernière. Pogacar il en a gagné 6, c'est mission impossible. Donc je suis assez inquiet. Je suis comme vous, je suis assez inquiet. Et l'analyse que je fais, c'est que il y a qu'une victoire d'étape qui nous sauverait la vie sur ce Giro. J'ai du mal à la voir venir. Je sais pas si t'es plutôt d'accord, Loïc, mais voilà, même je finis avec un Nicolas Prodhomme qui volait sur le Tour des Alpes. Je trouve qu'il vole pas non plus sur ce début de Giro. Donc, bref, il y a vraiment personne qui me rassure. La densité française, finalement, me paraît très, très, très faible. J'en attendais pas mon émerveil, mais avec les deux leaders français qui choquent, c'est un peu dur à suivre pour nous les Français, je trouve. En tout cas, moi, ça me fait un peu redescendre la hype. J'y croyais vraiment en début de Giro. Bah, Titien, là-dessus, moi, je peux que te suivre. Enfin, même dans les équipes françaises en général, il y a rien de positif. Enfin, je vois AG2R, ils font rien. Les sprints, ils n'y arrivent pas. Le général, ils n'y arrivent pas. La Groupama, enfin, Godu, on a tellement d'espoir quand on voit son début de saison. Après, il chute. Après, il y a des trucs, il y a des machins, il a des allergies. C'est comme d'habitude. On se retrouve à avoir un truc où, là, il perd 3 minutes sur l'étape d'aujourd'hui, par exemple. C'est le sprint. Enfin, tu le vois en queue de peloton. Il n'arrive pas à tenir il n'arrive pas à tenir. Et je pense, je sais même pas si c'est pour perdre du temps pour une échappée ou pas, parce que là, j'ai l'impression qu'il a déjà perdu assez de temps. Il peut partir en échappée autant qu'il veut. Et pour Bardet, bah, il a été transparent. Il a été transparent toute la course et moi je m'imaginais un peu un dernier grand tour enfin, le Giro, il aurait moins de pression que le Tour de France et un peu à ce qu'on avait vu pour Pinot sur son dernier Giro où il était allé chercher le maillot de la montagne, où il avait été super offensif, etc. Au moins, je voulais voir Bardet dans ce style-là. Enfin, Pinot n'avait pas réussi à gagner d'étape, mais on le voyait un peu partout. Et j'imaginais vraiment voir enfin, un dernier grand tour de Bardet un peu comme ça. Et bah finalement non, il est nulle part. Et puis oui, enfin, il y a rien de positif, il y a rien de bien. Et puis les dernières étapes, comme tu l'as dit, bah pour moi c'est le général qui va jouer. Et les favoris, elles laisseront jamais des échappés partir. Et même s'il y avait des échappées qui partaient, elles se feront reprendre à tous les coups sur les dernières montées. Donc non, pour moi ce Giro, il est plié pour il est plié pour les Français. Simon, t'as encore quelque chose à dire? Non, non, bah, en plus, le pire, je me dis, c'est que même si une échappée va au bout, est-ce qu'ils seront les meilleurs de leurs échappées? Je suis pas sûr, en fait. J'ai l'impression qu'il y a 50 coureurs, peut-être meilleurs que, peut-être pas 50, mais les 20 coureurs meilleurs qu'eux, potentiellement, s'ils se retrouvent avec eux en échappée, il y en aura toujours au moins un qui seront plus forts que Gaudu et Bardet, quoi. C'est l'impression que ça me donne tellement il donne l'impression d'être à des années-lumière en termes de niveau. Écoutez, on va croiser les doigts. Après, voilà, on est en train de descendre les Français parce que je pense qu'on est un petit peu déçus, mais on serait très très content et on s'interdit pas du tout que David Gaudu ou Romain Bardet retrouvent un super niveau et on sera les premiers à être trop heureux qu'ils gagnent une étape. Mais c'est vrai que pour C'est tout l'instant, ce qu'on souhaite. on est un petit peu déconfit versus les attentes qu'on avait. Loïc, est-ce que tu avais un deuxième point, toi, un peu qui t'a marqué sur ces 3 derniers jours de course? Bah, enfin, sur le chrono, les chutes de certains coureurs dans la pluie. Bah, on a vu je sais pas si vous avez vu les images de la chute de Bernal où Ah, sur il la chute tête. quand même très lourd. Ouais, il chute ultra lourdement. Enfin, c'est assez impressionnant comme image. Et puis, bien sûr, c'est en chrono enfin, pour lui, le pauvre quand même. Et il perd quand même pas mal de temps sur ce chrono. Il y a la chute de Primoz et enfin, certaines méformes aussi de coureurs sur le général, où moi, il y a Primoz, je le trouve très peu offensif et je me demande s'il n'y a pas un truc qui. Enfin, j'ai l'impression qu'il a peu de coureurs autour de lui, alors que moi, je m'étais dit que la Red Bull, c'était vraiment une équipe qui était ultra solide. Et finalement, bah, comme il perd des coureurs, etc. Enfin, il y a des. Bernal, il se rattrape parfaitement sur les dernières étapes, mais Primoz, moi, il commence un peu à m'inquiéter.
Simon, toi, avec Roglic, t'es dans quel état d'esprit? C'est vrai que c'est assez, on peut être assez dubitatif de l'attitude de Slovène, même pas que sur ces derniers jours, mais depuis le début du Giro et puis son chrono du deuxième jour qu'il avait parfaitement réussi. Ouais, c'est vrai que même sur la première arrivée au sommet, on avait été un peu surpris de son placement. Il était remonté à la fin. Donc c'est vrai que c'est pas le Roglic qu'on a l'habitude de voir. Au moins, même si il attaque pas souvent, c'est pas non plus un grand attaquant, c'est pas un mec panache, mais il est toujours bien placé. Et là, c'est vrai qu'on le voit rarement, même à l'avant du peloton, pour montrer qu'il est là, parce que mine de rien, c'est important aussi de montrer qu'on est présent, même si on n'attaque pas, qu'on a une équipe forte autour de soi. Et c'est pas l'impression qu'il nous donne. Il donne pas l'image d'un coureur serein, comme ça peut être le cas notamment sur toutes les Volta qu'il a gagné, où ça se voyait, c'était le grand patron, c'était lui le chef. Là, on a l'impression que c'est pas Roglic et que c'est plus Del Toro avec son maillot rose là, qui en impose plus, alors que le mec il en a 21, alors que Roglic il a 35 ans, c'était le grand favori. Et j'ai l'impression qu'il a du mal à assumer ce statut-là sur ce Giro. Ouais. C'est dur à savoir. Après, Roglic en 2023, il était clairement pas impressionnant jusqu'au dernier chrono final finalement où il fait un chrono de fou et il remporte le Giro à la dernière minute face à Geraint Thomas. Mais j'y crois toujours. En vrai, c'était mon favori numéro un au début de ce Giro. C'est toujours, on va envie de dire entre guillemets, mon favori, C'est ton favori, toi? mais avec une Ah cote ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus basse que ce que je voyais au départ du Giro où je le mettais vraiment enfin pas non, pas largement devant Ayuso. Là, de par l'expérience que j'ai de Roglic et de par la capacité que je sais qu'il peut avoir en troisième semaine à retrouver un super niveau, dans ma tête, c'est toujours un petit peu mon favori, mais plus tant que ça. Voilà, vraiment, vraiment plus tant que ça. Et je peux pas dire, j'ai aucune certitude sur Primoz Roglic jusqu'à la fin du Giro. La seule certitude que j'ai, c'est que franchement, par rapport aux UAE, son équipe, elle est très 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 faible. J'attendais vraiment une armada autour de Roglic. Franchement, à part le jeune Pellizzari qui a 21 ans, le pauvre, et qui doit être au four et au moulin parce que c'est le seul qui est là. Franchement, la Red Bull, ça va pas. Enfin, continue un peu sur la dynamique du début de saison, j'ai l'impression. Ouais, là, moi, je m'attendais vraiment à une profondeur de banc de la Red Bull et cette année, c'est un peu à l'image de leur classique. Tradnik, il est nulle part. Le seul qu'il y a, c'est Pellizzari. Et ils perdent Jay Hindley, ils le perdent au début au début, et je sais pas s'il avait. Enfin, il y a plusieurs personnes qui étaient là aussi pour maintenir Roglic et éviter qu'il tombe dans les sprints. Ça, c'était quelque chose qui me rassurait énormément. Et puis, Daniel Felipe Martinez, il est nulle part. Je sais pas ce qui se passe par rapport à l'année dernière où ils avaient vraiment été étincelants sur toute la saison. Cette équipe, je les trouve transparents cette année. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si Simon, t'as quelque chose pour conclure là-dessus ou pas. Non, non, non. Après, je suis comme toi, hein, je ne l'enterre pas le tonton Primoz. On sait qu'il est capable finalement de surgir au moment où on ne l'attend plus trop. On se dit bon il est pas si bien que ça. Puis au final, il est très bien. Donc voilà, il fait toujours partie des favoris, même si il n'est plus le grand favori peut-être, comme on l'annonçait au début du Giro. Tout à fait. Oui, c'est Euh, Del Toro. on va en reparler. Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, Lolo. On va en reparler après de Del Toro. On fera un petit débat sur la UAE. Simon, est-ce que tu avais un deuxième point, toi, sur ces 3 derniers jours qui t'a marqué? Ouais, moi c'était surtout le chrono parce que le classement général n'a pas trop évolué, mis à part à l'issue de ce chrono, qui mine de rien était quand même assez long, je trouve, en tout cas assez pour potentiellement faire de gros écarts. Et au final, pas tant que ça. En fait, j'ai trouvé que les supposés très bons rouleurs, comme Ayuso, Roglic par exemple, ont pas fait un chrono aussi flamboyant qu'on pouvait l'attendre. Et au contraire, ceux qui auraient pu presque tout perdre, les Carapaz, les Ciccone, les Bernal, ils ont pas trop mal limité la casse. Même, on a parlé de Samognetz qui aussi a fait un bon chrono. Qui fait que, même si on s'attendait à des écarts pas très importants, évidemment, après ce chrono, les écarts sont quand même plus importants que ce que je pensais. Il y a quand même l'étape des chemins blancs, plus 27 km en solitaire. On pouvait imaginer que certains soient plus de 3-4 minutes.
Et au final, bah, là, si on regarde le classement, ouais, Del Toro, Ayuso à 30 secondes. Et derrière, c'est super serré. Et Tiberi 1,09, Simon Yates 1,11, Roglic 1,26. Et en fait, jusqu'à Ciccone qui est à 2,11, bah, finalement, ça peut jouer. Ça peut jouer le podium, voire la gagne, hein, parce que bon, Del Toro, on va en parler après, mais on ne sait pas ce qu'il est capable de faire en haute montagne. Donc Ciccone, 2 minutes en haute montagne, ça peut clairement se reprendre. On peut peut-être ajouter Bernal qui a 2,41, qui est 11e et qui a quand même l'air très très fort. Donc c'est super intéressant. Alors autant on va peut-être pas être hypé par la course des Français, autant la lutte pour le général va être beaucoup plus intéressante que l'année dernière, notamment où Pogacar avait déjà écrasé la course. Ah bah ça, l'année Sûrement dernière, bien on avant n'avait la... pas de discussion là-dessus. Ouais, bien Ouais, avant la c'est 12e sûr. étape, je pense. Donc Avant non, le non, Giro vraiment là, même. il y a... Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'est vrai que on s'attendait. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit quand même aussi serré à l'approche justement de cette fameuse troisième semaine où ça va obliger des mecs à attaquer, et notamment Carapaz. Il se dit, bah attends, j'ai moins de 2 minutes de retard sur Del Toro, donc sur la victoire. J'ai moins d'une minute de retard sur le podium. Carapaz, ça va attaquer. Bernal, il est plus loin, il va devoir attaquer. Et puis même Roglic, bah, vu qu'il est pas si bien classé que ça, il va devoir se dévoiler un peu. Donc en fait, tout le monde va devoir tenter un peu sa chance. À la rigueur, peut-être Tiberi, il est content d'être troisième actuellement, mais tous les autres, je pense qu'ils aspirent à plus, à mieux, et ça va vraiment, je pense, nous proposer une belle bataille. Tout à fait. Bah écoute, je suis d'accord. Moi, juste, j'avais un dernier truc à dire avant qu'on parle de UAE. C'est énorme coup de cœur sur Egan Bernal. Ça fait vraiment plaisir de le voir après ses chutes, enfin après tout ce qu'il a connu depuis 2 ans, après ses chutes. Bah voilà, il est là quand même. Il est à la bagarre. Tu sens que c'est pas le Bernal qui volait, mais il est quand même de retour à un très très bon niveau, et surtout au-delà d'être retour à un très bon niveau, les quelques étapes où on a eu des frissons pour l'instant, c'est beaucoup lui qui les a créés. C'est lui qui a créé du mouvement hier. Dans le San Pellegrino, et d'ailleurs il a créé du mouvement, il a montré quand même qu'il était fort, parce que j'ai l'impression que beaucoup de favoris étaient plutôt pendus. On a vu Adam Yates lâcher un moment, Thymen Arensman, son équipier, il a pété, Simon Yates, il était un petit peu au fond de paquet. Donc Bernal, au-delà d'être présent et d'être audacieux, je trouve qu'il arrive à faire du mal à ses adversaires, et pour l'instant, même s'il n'y a pas eu vraiment de haute montagne, dès que la route s'est élevée, il a toujours été dans les 3-4 meilleurs, donc il est offensif, il nous anime ce Giro. Il va être bientôt sur son terrain dans 4-5 jours, donc voilà, j'espère qu'il a pas trop de lâcher de cartouche sur ce début de Giro. Je trouve qu'il a pas été beaucoup payé de ce qu'il entreprend, et notamment sur l'étape d'Estrade où finalement il perd un peu de temps alors qu'il aurait pu en gagner. Donc voilà, mais en tout cas, enfin... il est dans la mouvance de cette Ineos 2.0 qu'on a depuis début 2025, où on a une équipe Ineos, moi, que je kiffe vraiment, parce qu'ils nous font des courses quand même hyper endiablées. Je repense à leur Paris-Nice. Enfin, ils nous ont endiablé toute la semaine sur Paris-Nice, à Ghana qui est un petit peu au four et au moulin. Enfin voilà, vraiment, j'ai vraiment cette image d'Ineos qui a changé de visage, et Bernal en est le principal reflet. Donc ouais, ça va être un de mes fils rouges, en tout cas, moi, jusqu'à la fin de ce Giro. Egan Bernal, je vais pas dire qu'il va gagner le Giro, qu'il va faire podium, mais le voir dans le top 5 m'étonnerait franchement pas, et je suis sûr qu'il va, avec ses moyens, nous enflammer la montagne. Je sais pas si vous le vivez un peu comme moi, ce retour d'Egan Bernal. Bah carrément, je trouve que tout ce qu'on reprochait à Ineos l'année dernière, c'est-à-dire pas de panache, très calculé et finalement très peu de résultats parce que en fait il risquait pas grand-chose. C'est tout le contraire cette année. On a l'impression qu'il tente des choses, et bah, Bernal c'est une belle image de ce qui se passe chez Ineos. Il y a aussi Arensman qui est très bon, enfin qui est top 10 dans le classement général. Malgré ses grosses difficultés au début du Giro. Moi, j'avais vraiment eu peur que après ça, quand il s'était cassé la binette à nouveau après avoir gagné ses 2 titres nationaux, que ça allait être compliqué pour Bernal à nouveau cette saison. Enfin, il avait montré des très belles, des très beaux états de forme. Et bah justement là, enfin, je suis totalement rassuré. Et j'ai l'impression qu'il se remet petit à petit de ce qui s'est passé dans sa carrière, et que en fait on voit des tout petits reflets de ce qu'il a pu donner avant, et ça fait vraiment plaisir à voir. Il est offensif, il attaque, on le voit en montagne, et il va pouvoir faire des étincelles un peu partout. Et j'ai peur que l'UAE cadenasse un peu la course, mais je pense que lui, avec Carapace, ce seront
des coureurs qui vont un peu décadenasser tout ça. Non, puis en plus, c'est quand même agréable de voir son beau maillot de champion de Colombie, là, qui virevolte un peu en montagne. Enfin, franchement, le maillot, il est super beau. Et après, Bernal, bon, en effet, il est moins fort qu'en 2019, par exemple, quand il gagne le Tour. Mais je me dis, ça se trouve aussi, et je pense que c'est une raison, aujourd'hui, le niveau, il est encore plus élevé qu'il y a 6 ans. Et finalement, il est peut-être un peu en dessous de son niveau, mais il n'est pas tant derrière que ça. C'est juste qu'aujourd'hui, les mecs sont tous ultra forts, ultra préparés. Bon, là, il est 11e du général parce que l'étape des chemins blancs, parce que le chrono. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'en montagne, il n'a rien à envier. Et le top 5, c'est, comme tu l'as dit, Titien, c'est, je pense, un objectif largement envisageable. Voir le podium si vraiment il a des super jambes. Parce que devant, tu as des Tiberi, des Yates qui sont là, mais qui n'ont rien montré de particulier. McNulty qui est devant lui, bah, ça va sauter. Adam Yates aussi, Arensman aussi. Donc mine de rien, ça élimine quand même pas mal de monde. Donc le podium est presque envisageable en fonction de si ses adversaires sont aussi au niveau. Mais lui, voilà, en tout cas en montagne, il a toutes les cartes en main et il pourrait peut-être même dépasser au moins Del Toro si le Mexicain ne tenait pas 3 semaines. En tout cas, ça va être l'une des grandes interrogations de cette dernière semaine de course. Tout à fait, bah justement, tu m'as fait la passe D, puisque ça va être un petit peu, si vous avez vu la vignette et le titre de cette vidéo, ça va être un petit peu notre discussion, notre débat. Maintenant, on va parler de cette équipe UAE qui est vraiment impressionnante, hein, 4 coureurs dans les 7 premiers du classement général, donc vraiment, voilà, une équipe quand même qui est vraiment l'armada de ce Giro. Et un maillot rose virevoltant, Isaac Del Toro en rose, on a vu combien de passer la moitié de ce Giro. Certes, on n'a pas fait de montagne, mais moi, j'ai un peu envie de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que, Loïc, tu disais qu'au pays, voilà, ça commençait à s'enflammer un peu sur Isaac Del Toro. Moi, je vais vous donner mon avis. Moi, j'en sais rien. Honnêtement, je sais pas jusqu'où il peut aller. Le Mexicain, déjà, je sais pas s'il va pouvoir jouer sa carte. Moi, j'entends des choses, je vois des choses passer, des interviews où t'as quand même Del Toro qui dit, bah, effectivement, moi, je me mettrais au service de Yates et puis de Ayuso, surtout, s'ils montrent qu'ils ont le niveau pour que je le fasse. Une petite interview par là, par-ci, qui dit quand même, ouais, ce serait assez incroyable que j'arrive à gagner le Giro. Voilà, donc, on sent que déjà, côté UAE, c'est pas hyper non plus fermé sur le leadership. On sent que Juan Ayuso, c'est leader annoncé depuis le début de ce Giro. Il est très fort d'ailleurs. Il est pas non plus impérial au-dessus des autres. T'as un de ses coéquipiers qui a encore 30 secondes d'avance, qui a le maillot rose. Et puis surtout, sur ce qu'on voit de ces derniers jours, bah déjà Del Toro, il fait une étape d'Estrade Bianchi du feu de Dieu. Hein. C'était clairement pour moi le plus fort de la journée. Et puis il fait un chrono moyen. C'est vrai qu'il a déjà mieux roulé, mais encore une fois, très difficile à analyser avec les conditions météo. Là, on a eu le premier vrai col de ce Giro avec le Passo San Pellegrino. Bernal attaque, il y a 2 mecs qui suivent et il y a un mec dont Ayuso et un autre qui fume la pipe, c'est le maillot rose Del Toro qui d'ailleurs en fin d'étape derrière Carapace, à un moment il met une attaque il lâche quasi tout le monde, hein. Si ce n'est Tiberi et puis un autre et Bernal, je crois, qui arrive à revenir dans sa roue. Et surtout, il se relève parce qu'il voit qu'il y a pas de ses coéquipiers dans la roue, que Ayuso est un peu plus loin, que McNulty est lâché, que Yates est en fond de paquet, donc il se relève, voilà. Et puis il y a cette image du sprint final où, en plus, quand tu vois le sprint final d'hier, la vue d'hélicoptère, bah, tu vois qu'à aucun moment il peut se faire déborder sur les sprints, il est vraiment impérial. Et voilà, à la fin, il peut se relever dans les 50 derniers mètres et il n'y a personne qui arrive à le passer. Donc encore une fois, Isaac Del Toro, finalement, depuis le début de sa carrière pro, on l'a jamais vu en haute montagne. Faut pas oublier qu'il a gagné le Tour de l'Avenir il y a quasi 2 ans maintenant, grâce à des numéros en haute montagne, justement. Sur Tirreno, l'année dernière, il fait 4e parce qu'il est très fort dans les étapes de montagne. Donc voilà, moi, l'interrogation j'ai envie d'avoir avec vous aujourd'hui, c'est finalement... est-ce que Del Toro, jusqu'où il peut aller? Est-ce que pour vous, il peut prendre le leadership chez UAE? Ou non, pour vous, ça reste quelque chose de fermé? Et puis surtout, comment vous le sentez? Est-ce que pour vous, ça peut aller loin? En fait, voilà, c'est vrai qu'on a assez peu de réponses, mais on a quand même un peu de ressenti. Moi, je vous le donne le mien. J'ai l'impression depuis le début de ce Giro de voir un petit peu une sorte de mini Tadej Pogacar. Vous, comment vous voyez les choses à la fois pour Del Toro individuellement et puis pour l'organisation que doit avoir l'équipe UAE. Peut-être Loïc, si tu veux commencer. Bah, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations, surtout autour de l'équipe.
et pour savoir quelle est la hiérarchie, etc. Mais aussi, enfin, quand tu regardes ses résultats cette saison, il fait pas grand, enfin, en classement général, il fait pas mieux qu'un top 15, il me semble. C'est pas sur des courses d'une semaine. Mais il faut se poser la question, c'est est-ce il fait ça parce qu'il est au service de ses équipiers ou pas? Et je pense que la réponse, c'est qu'il a été vraiment au service de ses équipiers très longtemps et sur la plupart des courses, et donc il n'a pas pu vraiment montrer ce qu'il pouvait vraiment faire en mode montagne parce il a dû travailler pour les autres. Et je sais pas, je pense que comme il a le maillot rose, il il aura pas les tâches ingrates à faire cette fois-ci. Et mais il est quand même très jeune. En troisième semaine, je pense pas il a un enfin pour moi c'est pas vraiment un profil de grand tour et c'est pas un profil de classement général. Et là j'ai l'impression qu'il me fait un peu mentir en disant ça. Mais pour moi c'était un coureur qui était plus, qui avait un profil, enfin il est quand même très grand. Je trouve qu'il est plutôt enfin il est quand même assez léger, mais je je le voyais vraiment pas performer sur des classements généraux, aller chercher des étapes en montagne, etc. C'était possible. Mais je pense que les gros tests de montagne sont pas encore là, mais de ce qu'il a montré et de la forme qu'il a actuellement, moi je le trouve plus fort qu'Ayuso. Et j'ai l'impression qu'Ayuso il est de plus en plus frustré dans cette équipe et il a de plus en plus de mal. On voit énormément de frustration chez lui et au début je pensais vraiment que ça allait lui faire du bien d'arriver en tant que leader sur le Giro et d'avoir entre guillemets pas trop de concurrence et au gars il allait avoir la voie royale pour au moins faire un podium, voire gagner la course. Et puis là, on voit qu'il a de la concurrence, etc. Et on sent la frustration chez lui. Et je sais pas si le management de UAE aussi porte énormément Ayuso dans son cœur. Je pense que tout ça, ça va faire que il va y avoir des tensions internes et on verra bien. Je pense que ça va vraiment faire des étincelles sur ces dernières semaines. En fait, le souci, c'est que quand on regarde en course, on a l'impression que c'est même pas UAE eux-mêmes, ils savent même pas qui est le leader. Sur l'étape d'aujourd'hui, Del Toro va prendre les bonifs. Alors, est-ce que c'était pour lui ou est-ce que c'était pour empêcher les autres de prendre des bonifs par rapport à Ayuso? On s'en sait pas. Mais derrière, il protège Ayuso du vent à un moment donné. C'est lui qui prend le vent et Ayuso qui est dans sa roue. Donc, déjà, c'est deux comportements un petit peu paradoxaux. Je sais pas si ça se dit paradoxaux. Oui. Bon, bref, divergents. Donc je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils vont jouer la carte du double leader, ce qui était un petit peu prévu avec Yates au début du Giro. Ils ont largement assez d'équipiers, McNulty et Yates, je pense, vont par exemple perdre du temps sur les prochaines étapes et ça serait quand même des équipiers de luxe. Donc je pense que c'est une équipe qui peut se permettre d'avoir deux leaders. Et voilà, je pense que on va jouer le jeu d'équipe, on va dire s'il y en a un qui attaque, l'autre roule pas, et puis s'il se fait rattraper, l'autre y va, quoi. Donc pour moi, ils vont jouer ça à la pédale. Ayuso, il a que 30 secondes de retard, hein, donc je pense que s'il veut vraiment prouver que c'est lui le patron de l'équipe, que c'est lui le leader, il met une sacoche, et puis voilà, si Del Toro suit pas, il dira vous voyez, Del Toro il suit pas, il a pas le niveau, moi le leader. Donc voilà, je pense que ça va jouer un petit peu comme ça. Il faut qu'il la joue un peu stratégique, un peu intelligente pour justement utiliser ce double leadership à bon escient. Voilà, Del Toro, en effet, il a gagné le Tour de l'Avenir, mais entre le Tour de l'Avenir et les étapes de montagne du Giro de troisième semaine, c'est pas pareil. Donc voilà, à voir comment il digère l'enchaînement des cols. Voilà, moi je suis le directeur du AE, je dis les gars, vous débrouillez quoi, les autres ils font le boulot pour vous, et quand vous êtes plus que 10, s'il y en a un qui va attaquer, qu'il attaque. Voilà, et puis derrière, si vraiment il y en a un qui prend 1 ou 2 minutes de retard, alors qu'il reste 3 étapes, ça sera lui. Il deviendra équipier et puis l'autre sera leader. Voilà, je la jouerai comme ça, mais c'est vrai que sur le papier, moi je mettrais quand même encore Ayuso leader parce qu'il a quand même plus de références en grand tour et qu'il a que 30 secondes à reprendre. Et quand tu sais qu'il y a quand même 10 secondes de bonif aux arrivées, 30 secondes ça va vite. Ouais. C'est 3 étapes. Ouais, c'est dur à se prononcer. Moi, mon sentiment, c'est qu'Ayuso, c'est le plus, Del Toro, c'est le plus fort de ces 12 premiers jours du Giro. Franchement, le mec se balade, et sur l'étape d'hier, il s'est baladé, hein. Je pense que il attendait pas dans le final pour ses coéquipiers, à mon avis, il était capable de rentrer sur Carapace, hein. L'attaque qu'il met, à un moment, tu vois, derrière, ils sont tous en train de tirer la langue. Roglic et Ayuso, ils sont pas là, quoi. Ils sont loin derrière. Donc, le San Pellegrino, à un moment, Bernal, il attaque, ils sont plus que 2 à suivre. Derrière, ils réagissent tous avec
avec un temps de retard, Del Toro, il a pas l'air non plus de souffrir. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un pur grimpeur, Del Toro. Faut pas se tromper. En fait, c'est surtout qu'on a eu peu l'occasion de le voir en haute montagne depuis. Il a commencé sa carrière pro l'année dernière. Faut pas oublier que pour moi, son meilleur résultat, c'est son Tirreno de l'année dernière, où il finit 4e derrière quand même Vingegaard, Ayuso et Hindley. Et en montagne, sur les 2 étapes de montagne que remporte Vingegaard, Del Toro, il finit 4e des 2 et à quoi à chaque fois juste derrière vraiment le duo Hindley Ayuso quoi. Donc non, pour moi c'est pas pour moi, il a largement le niveau d'être un des tout meilleurs grimpeurs de ce Giro. C'est pas la montagne qui me fait peur. D'ailleurs, c'est plus effectivement ce côté. Il a 21 ans, quoi. Donc, même Pogacar a remporté son premier Tour de France à quasi 22 ans, donc un peu plus âgé que lui. Et on se disait que c'était un exploit phénoménal. Donc, il est quand même très, très, très jeune. On n'a pas voilà. C'est plus sur la récupération. La caisse a encaissé tous ces efforts que pour moi, c'est pas on peut pas parler de favori de ce Giro encore, mais pour moi il y a une hype qui monte parce que je connaissais pas Del Toro aussi bon sprinter par exemple dans les arrivées en côte. Vous savez qu'il avait un petit punch, mais de là à carrément, enfin sur l'arrivée d'hier là, le mec s'est baladé. Le sprint final il se balade, alors que pour moi c'est pas un mec qui est plus rapide qu'un Ciccone ou un Tom Pidcock. Enfin c'est pas sur lui que je miserais, en tout cas sur une arrivée quoi. Pas de référence là-dessus, donc j'ai vraiment l'impression qu'il est pour l'instant en balade. Voilà, donc et c'est pas la haute montagne qui me fait très peur pour lui, c'est plus le côté récupération. Derrière, celui qui doit être un peu plus stressé dans l'équipe, c'est Ayuso, parce que Del Toro, personne lui reprochera d'exploser en 3e semaine. Donc lui, il a pas vraiment de pression, il vient réveiller avec ce maillot rose. Voilà. Derrière, Ayuso, il est certes qu'à 30 secondes, mais pour moi, il doit rapidement frapper un grand coup dès la première étape de montagne, parce que imaginons que Del Toro soit meilleur que lui sur l'étape de mardi prochain. Alors on en est encore loin, mais je sais plus où ils arrivent là, mais une étape de montagne très difficile, ça va rabattre les cartes. Donc celui pour l'instant qui est en position très très forte dans l'équipe, ça reste Isaac Del Toro, qui pour moi, voilà, je vois quand même pas mal de similitudes dans son profil pour l'instant avec un Tadej Pogacar, mais c'est peut-être que mon ressenti. Ouais, je pense que on va quand même attendre. Enfin, il a tout de suite été comparé à Pogacar dès le début de sa carrière. Je pense qu'on va devoir attendre encore un petit peu avant de le comparer à Pogacar, mais il montre des très beaux signes en montagne, et c'est vrai que je me souviens plus, on avait fait la comparaison entre Wiggins et Froome à un moment entre nous, et ça peut vraiment être le cas, oui. Et Ouais, bah moi, pas grand-chose de plus à rajouter. C'est un peu du 50-50 en fait, hein. Donc, on aura des premières réponses peut-être lors des 3 prochaines étapes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être finalement un duel interne très intéressant à suivre, en plus de la bataille, du duel entre tous les autres coureurs. tout à fait, voilà, encore une fois, on analyse avec ce qu'on voit à l'instant T. C'est pas pour ça que Isaac Del Toro prendra pas un tir d'un quart d'heure dès la première étape de montagne. mais voilà, de ce qu'on voit, c'est l'analyse qu'on peut faire, que chez UAE, mine de rien, on a dit au premier jour que Juan Ayuso c'était le leader unique. Ça respire pas non plus la même solidité qu'il y a autour et la même unité qu'il y a autour d'un Tadej Pogacar, par exemple, quand on est sur le Tour de France. Simon, tu as fait une très bonne transition, puisqu'on va conclure cette émission en faisant un petit peu une présentation des 3 prochaines étapes, et puis on va chacun donner notre prono. Alors je vous mets à l'écran ceux qui regardent sur YouTube le profil des 3 prochaines étapes. Bon, on va pas se mentir, c'est pas sur ces 3 prochaines étapes que le Giro va se jouer, mais on a des étapes intéressantes. On va dire que c'est un peu les dernières étapes pour les sprinteurs avant la dernière étape à Rome. L'étape de demain, assez intéressante finalement, dans un profil assez ouvert, puisqu'on a une étape plutôt plate entre Rovigo et Vicenza. Moi je vous mets les profils de Pro Cycling Stats. On a l'impression d'avoir une super énorme étape de montagne. Voilà, vous regardez le pourcentage moyen et la longueur des côtes, vous vous rendez compte qu'on est quand même sur une étape très plate, mais étape plutôt, je dirais, pour puncher, avec 3 côtes dans le final, des côtes assez courtes, hein. Premier passage sur la ligne d'arrivée avec une côte d'1 kilomètre à un peu plus de 7%. Ensuite, on a 10 km de l'arrivée, une bosse de quasi 2 bornes à un peu plus de 6%. On a une 7-8 km de plat pour arriver au pied de la montée finale. Donc, à nouveau, 800-900 mètres à plus de 7%.
on a quand même une étape parfaite pour les punchers. Moi, j'ai du mal à voir un pur sprinter quand même s'imposer en haut de cette bosse. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que moi, pour moi, cette étape, c'est la Lidl Trek qui vont contrôler et ils vont essayer c'est où il la donne à Vacek pour tout le travail qu'il a fait sur le début du Giro et on voit cette arrivée qui est en côte avec une côte, enfin, des pourcentages qui peuvent lui correspondre. Oui, sinon, c'est Pedersen qui va chercher des points pour le Cyclamino. Je sais pas. Ouais, moi j'ai du mal à voir un scénario sur cette étape. J'ai l'impression que c'est quand même un peu trop dur, même pour Pedersen. Je crois qu'il y a 1 km à 9% de moyenne, ça fait beaucoup. Sachant qu'il y a 500 mètres à 5, enfin 4,6 je crois. Mais si un puncher décide de s'en aller dans le kilomètre à 9%, bah, il peut peut-être résister jusqu'au bout, hein. C'est entre guillemets un mini mur de oui. Donc je sais pas si les équipes de sprinters vont prendre la course à leur compte. Et si c'est pas elle, est-ce que les équipes de favoris vont le faire? Est-ce que UAE va se dire on va jouer la victoire d'étape avec Ayuso, Del Toro? Est-ce que Roglic a envie d'aller prendre des bonifs? En fait, je sais pas. Je me dis qu'une échappée peut aller au bout et bon, dans tous les cas, même si c'est une échappée, ça va jouer dans le petit mur final. Donc, je sais pas. J'aimerais peut-être une échappée qui va au bout parce que le peloton ne sait pas trop lui-même qui peut gagner cette étape. Donc, pourquoi pas une belle échappée devant. Pas beaucoup de coureurs, mais 5-6 hommes costauds qui se la jouent, qui jouent la victoire. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec Loïc. Tout le scénario de l'étape, il va être dicté par la Lidl Trek. Grosso modo, c'est une étape où Pedersen, il peut asseoir définitivement son maillot cyclamen. Soit il se dit c'est trop dur pour gagner avec le peloton, j'essaye de tout péter et on part en échappée. Soit ils se disent bon bah voilà, il y a une échappée qui part, ils sont 4-5, nous on contrôle. Et puis je pense que Pedersen, c'est trop dur pour qu'il gagne, mais avec son niveau, il peut toujours finir dans les 10 premiers et aller chercher pas mal de points versus tous ses derniers concurrents, même si on sait déjà que je pense qu'il va gagner le cyclamen, mais il peut faire une belle opération. Moi, je reste quand même sur le scénario. C'est une étape qui est assez plate, hein, mine de rien, donc il va être très facile à contrôler pour le peloton. Pour une échappée, franchement, ça va être quand même dur de se faire la malle. Il y a cette petite bosse là en début de parcours de 3 bornes à 7%, mais moi, je sais pas. Moi, je vais partir sur l'arrivée groupée. Et puis, bah, tiens, une victoire d'Isaac Del Toro, parce que finalement, 900 mètres à près de 8%, vu ce qu'il a montré, pourquoi pas qu'il aille chercher sa première victoire, le Mexicain, dans un sprint de costaud. Je sais pas ce que vous allez miser, vous. Bah, moi, je vais partir sur Vacek. Très bien. Bah, moi, je vais partir sur un coureur en échappée. Je vais rester Bah oui, logique oui, par t'as rapport à ce raison, que j'ai dit. t'as raison. Un petit Diego Ulissi. Oh là là, après le maillot rose. Ah, c'est Oula. clair que là, entre Ulisses, Caroni, Conchi, il y a du monde pour gagner ça chez Astana, hein. Ouais, alors, quoique, il est pas assez loin en général. J'ai pas vérifié, mais si, il est loin. Ah, il est qu'à 5 minutes. Alors, est-ce qu'il va partir en échappée? Ouais, Je sais pas. Bon, je sais pas après, s'il va avoir le droit. Ouais. tu peux, Ouais, bon, tu peux peut-être. Alors, redonner Wood 5 Pulse, minutes à je change Ulisses, Wood hein. Pulse. Ah, je sais pas Euh, si tu peux lui donner autant de temps. Hein. Enfin, je pense qu'il y aura des gens dans le top 10 qui voudront pas trop hmm. qui, Non, qui mais du prennent coup, autant de temps. Wood Pulse à 30 minutes, voilà, je change. Je reste Astana, mais je change de coureur. Et un Van Aert demain, non, ça vous parle pas forcément, avec sa forme un peu retrouvée. Je sais pas, je Si. pense qu'il a pas mal de boulot sur les prochaines étapes. Pourquoi il va faire? Ah, moi, ils vont rouler pour lui demain. Soit il sera dans l'échappée, c'est pareil. C'est comme pour Pedersen. Soit Van Aert, s'il est dans l'échappée demain, soit ça roulera pour lui, parce que il peut pas passer à côté d'une étape comme ça. Enfin, pour moi, je vois pas trop l'étape d'après qui va regagner sur ce Giro. Ouais, je sais pas, mais je vois vraiment un peloton contrôlé pour des mecs comme Pedersen, Van Aert, mais qui se feront battre par des mecs comme Carapace, Del Toro, Pidcock, qui je pense sur les pentes à 10% effectivement vont peut-être être un petit peu plus véloces. En tout cas, on verra bien. C'est cool, ça donne une étape avec des scénarios qui peuvent être assez ouverts. Je vous propose qu'on aille très très vite sur l'étape de samedi, parce que là pour le coup, alors oui, il y a 2 petites bosses dans les 25 derniers kilomètres, mais c'est 700 mètres à 8%. Alors, on peut l'avoir, la victoire d'un puncher, puisque le sommet de la dernière bosse est à 8 km de l'arrivée. Donc, effectivement, mais
Mais bon, c'est 700 mètres à 7%, quoi. Il faut vraiment que le puncher, s'il le prenne un petit peu sur l'élan, déjà les 300 premiers mètres de la bosse, ça se passe. Donc moi, j'ai quand même envie de vous dire qu'on aura peut-être le dernier sprint ici massif, ou en tout cas avec beaucoup de monde avant le dernier sprint de Rome. Ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un audacieux qui fait la nique au sprinter? Bah, pour moi, c'est sprinter, hein, ça crie sprinter. Très bien. Oui, bah, moi aussi, j'ai pas grand-chose à dire sur cette étape. Ça va. Je crois que c'est la dernière occasion avant la 18e étape, et puis derrière, ça sera Rome. Donc, il n'y a plus Ouais, que c'est ça. au maximum 3 occasions pour les sprinters. Je pense que les équipes vont faire le nécessaire pour que ça finisse son arrivée groupée. Eh ben, Loïc, c'est quoi ton prono? Ouais, j'ai envie on va essayer de passer un peu la grisaille française et se dire qu'un Magnier peut venir gagner Ah, l'étape. ça, on aime. Non, bah moi je vais partir sur la bonne analyse de Loïc. La Visma, on ne l'arrête plus, donc doublé pour Coil. Eh ben, écoute, j'ai aussi envie de dire Olaf Koy, j'avoue que voilà. Mais je préfère ta prise de risque, Loïc, évidemment, mais la raison me dit que Olaf Koy sera encore une fois parfaitement déposé. Voilà, on sent qu'il a retrouvé la patte. Les petites bosses du final, ça va pas lui faire peur. Donc Olaf Koy, c'est quand même Non, je le trouve pas grand bien. favori de cette étape. Et puis, bah voilà, je pense que les baroudeurs grimpeurs, ou en tout cas ceux qui passent bien les terrains casse-pattes, auront tous en tête. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y aura pas beaucoup de mouvement sur les deux prochaines étapes, l'étape de dimanche. Là encore, une étape assez bizarrement tracée, puisqu'on a les 100 premiers kilomètres qui sont tout plats. Et puis ensuite, on a le Monte Grappa. Alors, le Monte Grappa, on le connaît, c'est un monstre, hein, notamment il a été gravi 2 fois sur la dernière étape, l'avant-dernière étape du Giro l'an dernier. Étape évidemment remportée par Tadej Pogacar. Cette fois-ci, on va encore grimper le Grappa. Alors, c'est 25 km d'ascension. Le Monte Grappa, une pente moyenne de 5,5%. Donc, c'est pas son côté le plus difficile au Monte Grappa. Faut savoir tout de même qu'il y a un replat, donc les deux parties distinctes de la montée sont plutôt, j'ai envie de dire, à 6,5% qu'à 5%. Voilà, ça reste quand même un très très long col, on va pas se le cacher, mais roulant. Ensuite, on a toute la descente du Monte Grappa, une petite transition de 15 bornes assez plate, et puis la montée de Dori. Alors là, encore une fois, une montée très très longue de près de 17 km, mais un pourcentage moyen et régulier de 5%. Et puis, c'est quoi, c'est 30, ouais, les 30 derniers kilomètres de l'étape qui sont un peu, ouais, j'allais dire des montagnes russes, mais même pas, quoi. C'est mal plat, on va dire, jusqu'à la ligne d'arrivée à Asiago. Donc une étape, alors pour le coup, où je pense qu'il va rien se passer au classement général, parce que même le Grappa, je pense, n'est pas assez dur. Non, c'est pas assez dur pour le coup. Moins dur que le San Pellegrino hier pour faire des différences. Par contre, pour les échapper, moi je serais pas étonné que ça parte pas avant le pied du Grappa qui est bien 100 km sans que ça arrive à se détacher, et puis que on ait une échappée de costaud pour le coup de grimpeurs qui s'envolent dans le Monte Grappa, et derrière un final assez intéressant finalement, parce que la dernière montée est loin de l'arrivée. Donc voilà, c'est une étape assez ouverte pour des baroudeurs grimpeurs. Bah oui, moi je pense que les échappés ont vraiment leur grosse chance sur cette étape-là. Comme tu dis, au général, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose parce qu'il y a ce replat à la fin. Et puis, on va pouvoir voir Pour moi, c'est la dernière grosse chance du Giro pour les vrais baroudeurs et pour les gens qui seront en échappée. Ouais. Ouais, bah, moi je trouve le profil de l'étape complètement incompréhensible. Franchement, mettre le sommet du Grappa à 100 bornes de l'arrivée, c'est encore pire que le San Pellegrino à 90. Ouais, à part pour laisser partir l'échappée, je vois pas trop l'intérêt. Donc oui, une victoire de l'échappée, ça je pense que ça fait presque aucun doute. Mais c'est pareil, derrière, après la dernière ascension, les 30 km de plat, mais c'est horrible quoi. Je veux dire, il mettait une arrivée en descente, bah déjà voilà. Là, il y a un Ciccone, un Carapaz, un Bernal, ça peut tenter quelque chose au sommet, ça peut tenter de faire la descente. Alors on va nous dire que aujourd'hui, pour des problèmes de sécurité, on met de moins en moins d'arrivées en descente pour pas que les coureurs prennent trop de risques, etc. Mais bah, je sais pas, une arrivée en descente sur un grand tour, sur 21 étapes, moi je trouverais ça normal. Voilà, la descente, les descentes de col font aussi partie du vélo. Je sais pas si c'est pour cette raison qu'ils l'ont pas mise, mais en tout cas, ces 30 derniers kilomètres, ils n'ont aucun sens, même pour l'échappée. C'est-à-dire que un coureur en échappée qui est très fort, il va partir
à 2 km du sommet, il va prendre 30 secondes, mais derrière, ils sont 4 ou 5, ils ont 30 bandes pour revenir sur lui s'ils collaborent bien, quoi. Donc en fait, ça sera même pas encore un coureur, en tout cas, peut-être pas le coureur le plus fort qui va gagner, ça sera juste peut-être le plus malin, celui qui a la meilleure pointe de vitesse parmi le groupe des restants, mais non, franchement, moi, l'étape, il y aura de l'animation, c'est sûr, mais enfin, sur le papier, franchement, je suis très déçu parce qu'on aurait pu avoir et une bataille pour l'échappée et une bataille pour le général. S'il y avait une arrivée en descente, je pense que ça aurait pas empêché l'échappée d'aller au bout. Bon, bah là, on aura juste une échappée, et puis derrière, ils vont boire le champagne, quoi. Et du coup, sur cette étape un petit peu décevante, qui est-ce que tu vois, Simon, aller chercher la gagne? Et là, il y a pas mal de candidats, par contre. Eh bien, je vais être positif comme Loïc sur l'étape d'avant. Victoire de Nicolas Prodhomme en échappée. Oh, oh, Ouf. Oui, oui, oui. impossible pour moi. Enfin, le plat, les mecs comme ça, le plat, ça va les condamner. Hein. Faudra vraiment qu'ils soient très très forts. Hein. Alors, j'aimerais tellement, mais... Non, au sprint. Il gagne au sprint. Devant ses compagnons d'échappée. T'es très optimiste, effectivement. Mais c'est bien. Il faut de l'optimisme. Il faut de l'optimisme comme ça. Et Loïc, est-ce que toi aussi tu vois une victoire de Nicolas Prodhomme ou t'as un autre nom en tête? Ouais, je sais vraiment pas sur cette étape, j'avoue. J'aimerais vraiment que l'échappée arrive au bout et je sais pas, c'était Steinhauser qui avait été bon l'année dernière sur les étapes en échappée comme Il ça avait gagné une, sur le ouais, Giro. effectivement. Devant Pogacar. Et je me dis, ouais, un petit Steinhauser, voilà, on va dire ça. Je sors vraiment du chapeau. Je veux vraiment qu'une équipe peut gagner cette étape. Eh bien, écoutez, moi, je vais tenter la carte Woodpulse parce qu'il est dans mon équipe fantasy et que je coule à Cycling Fantasy chaque jour un peu plus depuis le début du Giro. Donc voilà. Et Moi, puis, je vais Prodhomme parce qu'il est dans mon équipe aussi. Ah, voilà. Et moi, je C'est vois, les tactiques, les gars. je vois un petit groupe de 4-5. En fait, je vois les mecs forts qui s'isolent dans la dernière bosse là. Et puis sur les derniers kilomètres, voilà, il y a un petit groupe de 4-5 là qui va un peu se reformer parce que c'est mal plat. Et je vois Poul se gagner au sprint. Et bah écoutez, on a fait le tour. Donc comme vous l'avez compris, le Giro va pas se gagner sur les 3 prochaines étapes. En tout cas, on va espérer que il va se perdre pour aucun coureur sur chute, sur incident, etc. Et qu'on aura une magnifique dernière semaine. Alors c'est ça qui est dur, c'est qu'on a vécu quand même 2 semaines pas hyper fofolles depuis le début du Giro, mais que la 3e semaine arrive dans pas longtemps et que au moins on devrait vibrer sur cette 3e semaine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, ou on peut clôturer l'émission? Non, c'est pas mal, moi. Ouais, non, pas rien de plus à ajouter. On a ajouté une petite touche d'optimisme côté français là à la fin, donc moi ça me va. Super, et ben écoutez, on va regarder ça et puis j'espère qu'au moins on aura un de nous trois qui aura un prono juste sur une des étapes. C'est tout le mal qu'on nous souhaite, mais vous savez, chez Radio Fringale, c'est pas notre spécialité. Merci à tous de nous avoir écoutés, pardon. N'hésitez pas, encore une fois, à liker cette vidéo, à la commenter également, déjà parce que ça permet de la référencer et pour nous, ça nous aide beaucoup. Et puis également, tout simplement, pour nous partager, pour vous, vos appréciations de ces derniers jours de course, qui pour vous est le mieux parti à cette mid-Giro, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines étapes. Voilà, dites-nous tout, on partagera ça en commentaire avec vous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Loïc, merci Simon d'avoir partagé cette émission avec moi et puis j'espère qu'on pourra se retrouver soit dimanche soir, soit lundi soir, on verra en fonction de notre disponibilité pour un nouveau Fringale Live. Et d'ici là, si vous allez rouler parce qu'il fait beau en ce moment ou pour n'importe quelle activité, en tout cas n'hésitez pas, pensez à vous alimenter car la Fringale guette. Allez, ciao ciao. Des bisous. Salut tout le monde.